Merci à tous d'être ici. Merci à Artefact d'organiser cette matinale et de nous permettre de débattre sur un thème qui nous plaît tant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stanislas Lajoigny, je suis le MD Europe de LiveRamp, dont on a parlé un petit peu. LiveRamp, très concrètement et brièvement, c'est une plateforme qui vous permet, enfin en tout cas initialement, permettait à nos partenaires et nos clients marques d'onboarder leurs données sur l'écosystème digital. Ce que ça veut dire très concrètement, c'est être capable de retrouver un consommateur ou un client qui est dans votre CRM sur tout l'écosystème que ce consommateur va fréquenter dans sa vie digitale. Ça, c'est le métier historique de LiveRamp, et de plus en plus dans un contexte de perte de signal sur ces consommateurs. L'enjeu pour les marques, c'est de pouvoir capter cette vision 360 degrés du consommateur, et donc LiveRamp se transforme en une plateforme de data collaboration. Techniquement, on décrirait ça comme une clean room qui permet d'aller chercher l'information, la connaissance sur les consommateurs pour personnaliser son approche et améliorer son expérience. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'est Unlimitail et puis ton rôle au sein de Unlimitail? Bien sûr, bonjour à tous. Mathieu Saudemont, je suis Managing Director chez Unlimitail pour le marché français. Je suis également en charge de toutes les discussions internationales avec les marques et les agences pour tout ce qui concerne toutes les enseignes sur lesquelles Unlimitail aujourd'hui joue un rôle assez important. Unlimitail, c'est une jeune régie qui a un peu plus d'1 an aujourd'hui, qui a une histoire quand même et un historique retail média un peu particulier de par son histoire avec l'enseigne Carrefour, et qui a finalement aujourd'hui vocation à créer un écosystème et une alliance de retailers assez importante et structurelle pour justement permettre aux marques, quelles que soient les verticales qu'elles adressent, une capacité de rayonner et d'être présentes dans des écosystèmes marchands sur différents aspects de la visibilité. On a commencé il y a 1 an avec à peu près 13 partenaires retailers sur 8 géographies. On est aujourd'hui dans le monde présent sur 14 pays avec plus de 32 retailers. Si on fait un petit peu un focus un peu plus franco-français, on est le premier réseau retail média en France et 43% des internautes, selon Médiamétrie, qui sont touchés par les sites dont on a la charge en termes de commercialisation. Et on est présent en France sur à peu près 9 verticales. Donc celle dont on vient de parler, qui est évidemment les enseignes de GSA avec Carrefour, mais qui est aussi amplifiée nettement avec d'autres enseignes comme le groupe Kingfisher, avec Castorama Brico Dépôt, avec Rakuten, avec des assets sur La Redoute. Donc on a développé des verticales beauté, des verticales brico, des verticales IT pour justement permettre à des marques d'aller chercher évidemment leur cœur de cible sur les environnements marchands qui leur permettent d'aller chercher de la croissance instantanée, mais également du reach additionnel sur d'autres aspects de leurs enjeux ou de leurs problématiques. C'est génial et très ambitieux. Du coup, on parle de data collaboration aujourd'hui. Comment est-ce que la data collaboration chez Unlimitail se traduit? J'imagine que ça a des impacts ou des enjeux sur la collaboration entre toutes ces marques dont tu viens de parler, mais surtout ensuite, quels sont les cas d'usage de collaboration que vous mettez à disposition des marques? Alors, la data collaboration, et j'y reviendrai juste après, en fait, la data collaboration, c'est finalement quelque chose qui existait par le passé, c'est pas nouveau, ça s'appelait avant le data sharing, il y a une dizaine, quinzaine d'années, c'était des fichiers Excel à plat envoyés entre les enseignes et les marques, donc moi je vais parler de marques, les enseignes parleront davantage de fournisseurs, mais finalement c'était déjà existant. Depuis, je dirais à peu près 5-6 ans, la data collaboration a quand même nettement évolué dans les pratiques, dans les enjeux de construction commune, de croissance, de JBP, de choses comme ça, et donc d'une approche plutôt conservatrice, on est passé à une approche beaucoup plus collaboratrice. Donc, aujourd'hui, on est, notamment au travers de ce qu'on peut faire sur des plateformes comme LSH, dans la capacité de créer finalement une relation et des enjeux partagés entre les marques au sein d'une enseigne, typiquement aujourd'hui par notre intermédiaire en ce qui concerne certaines enseignes, et qui permet justement d'aller beaucoup plus loin dans 3 grands aspects qui étaient mentionnés. Je vais essayer de ne pas être très redondant, mais les sujets vont quand même un petit peu se croiser. Le premier, c'est évidemment la connaissance client. Les marques connaissent leurs clients, ont des cœurs de cible, savent très bien leur stratégie marketing à mettre en place pour arriver à leur fin business. Néanmoins, l'accessibilité aujourd'hui, elle est quand même chez les enseignes. Donc le premier cas d'usage, c'est partager la donnée transactionnelle, qui n'est pas toujours que transactionnelle, mais partager essentiellement la donnée transactionnelle pour justement mieux comprendre les consommateurs. Ma marque aujourd'hui, comprendre les dynamiques catégorielles, les dynamiques marques. Est-ce que ma marque va bien? Est-ce que ma marque perd des clients? Si ces clients sont perdus, est-ce qu'ils sont encore au cœur de l'enseigne? S'ils sont encore au cœur de l'enseigne, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont plus chez moi? Ils n'achètent pas aujourd'hui mes produits. Les channels, aujourd'hui, voilà, on est dans la data collaboration, on est aussi
dans une accélération du e-commerce, d'une transformation digitale des usages. Il ne faut pas non plus oublier que le cœur, quand même, sur certaines catégories de produits du business et en magasin, finalement, la compréhension des nouveaux parcours, digitaux, bon, on peut le raconter comme on a envie, elle est essentielle. Et cette connaissance client, aujourd'hui, elle est fondamentale à amener au cœur des marques et au cœur notamment de leurs partenaires aussi, qu'ils soient médias, qu'ils soient data, qu'ils soient CRM, pour justement aller plus loin. Donc le premier cas d'usage, c'est l'insight. Il est, je pense, l'essence même de ce qu'on partage et qui doit nourrir les marques dans leur stratégie marketing digitale. Le deuxième cas d'usage, et c'est là où il y a une bascule somme toute assez importante entre le data sharing et la data collaboration, c'est finalement de rendre ces insights 100% activables en digital. Donc on part d'un constat business auquel on répond directement. Donc ça, c'est le deuxième point qui est clé. Et la troisième chose, c'est la mesure. Il y a évidemment des choses qui existent, il y a tout un tas de panels qui existent historiquement, des MMM, voilà, des choses qui sont tout à fait qualifiées et légitimes dans leurs assets. Néanmoins, de permettre à une marque d'accéder à la donnée, de créer ses propres méthodologies de measurement, sa propre rémanence, sa propre lecture de ce qui est un effet de halo, etc., c'est aujourd'hui finalement un prérequis quasi indispensable pour construire une relation long terme avec une marque, avec nous des partenaires médias, et pour nourrir finalement la relation entre l'enseigne et les marques. Alors, si je reviens sur les deux premiers cas d'usage en tant que tels, donc l'insight consommateur et l'activation, comment est-ce que le fait d'être unlimited et donc d'avoir cette union de distributeurs et de marques permet d'aller encore plus loin dans la fourniture d'insights et dans les médias et les typologies d'activation qui peuvent être utilisées? Alors, c'est la principale différence, et je reviens sur le data sharing, parce que la frontière est ténue, mais la principale différence finalement entre le data sharing et la data collaboration, c'est l'ID. En fait, c'est le consommateur, c'est l'ID qui se cache derrière, qui est réconcilié donc, dans différents environnements. Ça peut être réconcilié dans des environnements, évidemment, plateformes digitales, mais CRM ou autres. Le principal dénominateur, il est là. On sait exactement ce qui va se passer, non pas uniquement dans une catégorie, sur un EAN, etc., mais ce qui se passe à proprement parler chez un consommateur. On va savoir qu'il ne dépense pas et qu'il a arrêté d'acheter un produit depuis 6 mois. On va être capable, de manière extrêmement personnalisée, de communiquer auprès de lui. Donc en fait, cette bascule, c'est la mise en relation et la possibilité pour les marques de créer un espace conversationnel assez direct et personnalisé avec une marque au regard de la transaction qu'ils réalisent chaque jour au sein des différentes enseignes qu'on peut avoir. Ok, alors on en a parlé tout à l'heure, je pense, dans les deux interventions. La data collaboration, les gens disent que c'est quand même compliqué et qu'il faut investir, qu'il faut se préparer à avoir une stratégie et mettre les moyens pour y arriver. Comment est-ce que chez Unlimited, vous approchez ce sujet-là quand vous entrez dans des dynamiques de data collaboration et de clean room potentiellement avec les marques pour rendre ça fluide et facile et pour permettre aux marques de générer un maximum de valeur rapidement? Alors la data collaboration, c'est pas compliqué déjà, pour ceux qui se posaient la question, ça l'est pas forcément. Il y a néanmoins quelques prérequis qui sont assez indispensables, non pas pour démarrer, mais pour s'assurer de l'utiliser et de la mettre en place de manière pérenne, structurelle et surtout rentable. Le premier point, il est sur la maturité. C'est des sujets qui ont besoin de sponsorship, c'est des sujets qui ont des coûts, j'y reviendrai juste après, mais le sponsoring, la gouvernance sont clés. La capacité en termes de maturité à savoir où on va, pourquoi on souscrit à ce type d'outils, où on veut aller, à quelle échéance, dans quel objectif marketing on veut se servir justement de ces données pour répondre à quel enjeu. Est-ce qu'on se sert de cette data finalement pour accompagner une stratégie marketing nationale, ce qui peut être une option? Est-ce qu'on se veut se servir de cette data pour déployer une stratégie spécifique, tailor-made à une enseigne parce qu'on a des enjeux business forts, développement catégoriel, développement marque? Donc ça, c'est le premier prérequis qui est, je pense, le plus important au démarrage, d'avoir la bonne philosophie pour approcher ce type de collaboration. Le deuxième sujet, c'est aussi le fait d'accepter d'être en test and learn au démarrage. C'est des sujets de transformation qui peuvent être lourds dans certaines organisations, engageantes financièrement en fonction des différentes choses qui peuvent exister. Néanmoins, quand on sait exactement où on veut aller, comment il faut prendre le sujet, il faut accepter d'itérer. Le digital, puisque là on se parle de data collaboration à la fin pour finalement toucher des consommateurs qui fréquentent des sites de e-commerce ou des magasins chaque jour, d'aller faire de l'incrément, d'aller faire du recrutement.
C'est pas un levier comme le CRM ou le couponing qu'on maîtrise historiquement depuis des années. C'est un sujet qui se déconnecte aussi un peu, par exemple, des sujets promotionnels et autres. Et donc, l'enjeu, c'est d'accepter, d'essayer de comprendre au début et d'en tirer les bons learnings. Donc, il faut se donner les bons moyens, mais il faut aussi accepter de comprendre. Les premières campagnes ne sont pas toujours les plus efficaces. Finalement, quel est le scénario de targeting le plus idéal? Le scénario de contenu, voilà, on est sur un marché retail média où j'ai l'impression que le créatif est un peu un sujet qui est souvent mis de côté. La réalité, c'est que c'est quand même un élément essentiel sur la capacité d'une marque à rayonner et à faire voir son ADN ou ses produits. Donc ça, c'est extrêmement fondamental. Et donc, cette notion de test and learn est clé. Ensuite, sur les coûts, il y a effectivement, je pense, peut-être dans la perception qu'il peut y avoir sur ce type d'outils, une barrière à l'entrée budgétaire, voire psychologique. Ça peut traduire parfois une réalité qui pour moi est un petit peu passée. Quand je vois aujourd'hui ce qu'on est capable de proposer, voilà, notamment en termes d'offres avec ce qu'on propose avec LiveRamp, il y en a en réalité pour tous les besoins. Si je peux le formaliser comme ça, la data collaboration, elle est pour tous. Il y a des modèles, voilà, beaucoup plus élaborés, beaucoup plus poussés avec finalement des futures, des assets technologiques dans la plateforme qui sont beaucoup plus avancés parce qu'on a en face de nous des marques, des agences qui sont beaucoup plus capables, entre guillemets, de scaler très vite, d'avoir les ressources et donc de taper dans la base, etc. Et après, on a des modèles aussi beaucoup plus dans des approches de test and learn, qu'on appelle des modèles à l'usage, où justement, on n'a pas l'obligation pour les marques ou les partenaires d'engager des budgets extrêmement conséquents au démarrage. Donc c'est plus limité techniquement puisque les besoins ne sont pas les mêmes, mais encore une fois, il y a dans la data collaboration, en tout cas que nous on propose, des choses extrêmement adaptées aux besoins de chacun. Merci, tu as parlé de quelque chose qui était intéressant, tout était très intéressant, pardon, qui m'a un peu intéressé sur la partie, tu as mentionné des campagnes full funnel ou d'awareness et potentiellement des campagnes de performance. Comment est-ce que l'approche retail média peut aussi permettre à des marques d'impacter ou de mieux comprendre comment leurs campagnes d'awareness ou full funnel performent et ont un impact sur leur performance en magasin? Absolument, effectivement. Je suis resté pour l'instant sur des cas d'usage un peu simples. Il y a des technologies qui permettent évidemment d'aller beaucoup plus loin. Gestion de la first party, croisement des programmes CRM entre une base d'une enseigne et la base des différentes marques. Donc ça, c'est un cas d'usage plus avancé. Et après, cette donnée, je prends l'exemple de ce qu'on fait pour le compte de l'enseigne Carrefour. C'est à peu près 20% de part de marché. Donc on peut estimer que dans la salle, il y a à peu près une personne sur 5 qui fait ses courses chez Carrefour, au moins peut-être une fois dans les 12 derniers mois. Cette donnée, on peut s'en servir comme d'un panel. Donc c'est un cas d'usage beaucoup plus avancé. Mais la réalité, c'est dans le cas des différentes stratégies, si on veut ou pas activer du ciblage à proprement parler de Shopper Carrefour, on est quand même capable, dans le cadre des campagnes digitales qui sont menées sans ciblage Carrefour, de matcher ces données d'exposition, de log d'impression dans la plateforme avec la donnée Carrefour. On peut estimer qu'on va retrouver à peu près 20%. Et à la fin, on est capable, sur des modèles d'extrapolation, finalement, de dire, bon, bah voilà, j'ai une campagne digitale nationale sur tel levier. Finalement, je n'ai pas ciblé de shopper ou de first party data à proprement parler. Néanmoins, je suis capable d'extrapoler extrêmement précisément ce qu'a donné, en termes de performance sur les ventes au sein de l'enseigne, évidemment, la campagne. Donc, c'est un aspect plus avancé, plus élaboré, mais tout aussi intéressant pour enrichir justement des stratégies qui ne seraient pas forcément dédié à une enseigne ou à de la first party. Hyper intéressant, ça transforme un petit peu le funnel tel qu'on l'entend aujourd'hui en ajoutant des KPI de performance ou de conversion sur des activités d'awareness qui étaient plutôt historiquement pilotées par des KPI de notoriété. Donc je pense que ça peut apporter beaucoup de valeur. Peut-être deux questions encore, Mathieu. Donc on parlait de data collaboration, de la capacité à fournir et de collaborer avec les marques autour de la donnée retailer. J'imagine aussi que on en a déjà parlé et François-Xavier en parlait tout à l'heure, mais vous collaborez aussi avec d'autres types de partenaires. Ça m'intéresserait que tu élabores un peu sur les modèles de collaboration avec des partenaires comme les broadcasters ou TF1 par exemple. L'enjeu, je pense, dans la croissance qu'on attend tous dans le retail média, et en particulier Unlimitail, il se situe évidemment sur la data. Si je verticalise deux sujets, il y a tout ce qui va concerner le e-retail média, hein, toutes les activités qu'on a aujourd'hui sur les sites des e-commerçants, sur lesquels on a des croissances très fortes, sur lesquels c'est très structuré, très organisé maintenant depuis quand même un certain temps. Aujourd'hui, cette croissance, elle continue, elle sera forte. Les enjeux des enseignes sont forts sur leur croissance du digital. Néanmoins, on reste sur un inventaire d'un website sur lequel il y a une limite aujourd'hui à un moment d'impression, de volume, de reach ou tout ce qu'on veut.
L'enjeu, pour justement accompagner cette transformation digitale, c'est cette accélération sur la data. Et cette accélération, elle passe par la data collaboration, mais elle passe pas que par la data collaboration. La data collaboration, c'est un moyen de rendre accessible cette donnée. Il y a en réalité tout un tas d'autres leviers qui peuvent permettre l'adressabilité. Donc moi, ma conviction, c'est que cette data, pour qu'elle soit scalée, qu'elle soit utilisée par un plus grand nombre, qu'elle monte à maturité dans les usages digitaux du marché, en France comme ailleurs, c'est de la rendre accessible et donc de la rendre accessible de manière plus facile. Donc ça passe évidemment par la clean room, ça passe aussi par des alliances de nature un peu différente avec certains DSP qui proposent des fonctionnalités d'accessibilité très directe, et ça passe aussi avec l'élargissement et la mise à disposition de cette donnée dans des environnements broadcaster. C'est des choses qu'on a lancées maintenant il y a un peu plus d'un an et demi, si je ne dis pas de bêtises, avec différents broadcasters dont TF1 nous a rejoints il y a maintenant quelques mois. C'est évidemment essentiel, c'est le prolongement, et on sait, si je prends un exemple pour les marques CPG notamment, la télé c'est le sacro-saint de la premiumisation de la visibilité des marques dans des environnements TV linéaires, mais surtout maintenant dans des environnements broadcast, CTV, etc. Donc nous qui avons un enjeu finalement d'assurer la qualité, d'assurer l'accessibilité d'une donnée qu'on estime premium au sein d'un écosystème qui aujourd'hui en a besoin, on ouvre justement ce type de partenariat qui a aujourd'hui différents angles, notamment un angle, j'ai envie de dire, plus traditionnel de ce qu'on fait avec les broadcasters depuis maintenant un an et demi, et un angle un peu plus particulier dans ce qu'on a lancé avec TF1 il y a maintenant quelques semaines, quelques mois, qui est justement la capacité pour les marques d'aller animer dans les environnements de TF1+ en streaming la promotion au sein de l'enseigne Carrefour notamment. Donc c'est quelque chose qui casse un peu les codes, on va dire, des restrictions et de la législation sur la partie promotionnelle en TV, et qui, en vue notamment de l'arrêt du catalogue papier, il va arrêter notamment chez Carrefour d'être distribué dans les boîtes aux lettres à la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises, mais probablement dans un an et demi, il va arrêter d'être distribué tout court et édité tout court. Donc c'est aussi, je vais dire un palliatif, mais ce n'est pas exactement le mot, une manière aujourd'hui de trouver les leviers de demain, parce qu'on sait à quel point la promotion dans le traditionnel catalogue promo est fondamentale en termes de business et de revenus pour les marques. C'est comment dès aujourd'hui les marques doivent construire un apprentissage digital pour justement demain animer cette promo quand les catalogues auront disparu. Donc c'est à peu près ça la philosophie de ce type de collaboration avec TF1. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans des détails trop ni technico-techniques, ni trop détaillés d'ailleurs, tout court. Je pense que ce qui est important, et c'était parfaitement souligné dans la table ronde juste avant, aujourd'hui, la data collaboration, elle se déploie sous des formes très différentes, des technologies très différentes, et donc il y a un enjeu premier d'interopérabilité qui est essentiel. Donc ça, c'est un enjeu évidemment qu'on travaille sous un prisme peut-être un peu différent que ce que, par exemple, vous faites chez LiveRamp avec différents types de partenaires et différents types de sources de données. Si je dois peut-être essayer de le schématiser, nous aujourd'hui, on a un ensemble d'enseignes dont on peut estimer qu'un client d'une enseigne est potentiellement le client de l'autre, etc. Donc créer des convergences déjà et des réflexions sur l'interopérabilité entre les différentes enseignes, ça je pense que c'est un point. Il y a un point aussi qui est essentiel, c'est, on parle beaucoup de digital, de data, mais c'est aussi l'omnicanalité et le full funnel en fait. Le full funnel, il est clé. Donc ça, c'est des réflexions d'un point de vue measurement, d'un point de vue aussi techno, sur lesquels on est en train de réfléchir. Il y a un environnement digital qui est finalement assez simple à réconcilier avec des shoppers qui sont consentis, qui ont un ID et qu'on connaît. Un magasin, il n'y a pas d'ID. Donc voilà, il y a des notions et des capacités qui aujourd'hui sont un peu différentes, mais qui pour le coup sont essentielles. Le in-store, c'est sans doute le pilier du retail média qui a encore beaucoup de croissance à apporter. En tout cas, on peut estimer qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire potentiellement sur des sujets in-store qui sont aujourd'hui tout à fait adressés, mais sur lesquels évidemment il doit y avoir une réflexion un peu plus full funnel et un peu plus peut-être digitalisée.